Je te salue, Méoné, je te remercie de m'avoir reçu à cet espace. Donc, je profite pour te féliciter pour Telegram. Je pense que qui s'impose de jour en jour dans le paysage médiatique haïtien pour la qualité des échanges et surtout la qualité des textes. Alors, pour répondre rapidement à ta question, l'idée d'écrire cet ouvrage découle de plusieurs constats. Le constat de départ massif de nombreux experts en communication, de journalistes, de spécialistes de contenu, de médias vers l'étranger. Et toi-même, par exemple, tu es un cadre de la communication, tu es un expert en communication qui a laissé Haïti. On connaît bien les raisons et tu n'es pas le seul. Il y a d'autres cadres dans d'autres domaines qui laissent Haïti et pour les mêmes raisons, l'insécurité, etc., les conditions socio-économiques, et qui entraînent une perte considérable de compétences locales, ce qui automatiquement augmente le besoin de cadres qualifiés en communication au niveau des ONG, au niveau des institutions privées, au niveau des institutions étatiques, des entités étatiques, et au niveau des UCP, des UCG. Et puis, le constat vient aussi d'une mauvaise compréhension et je dirais même de méconnaissance du rôle de la communication dans des projets. Certaines fois, le rôle de responsable de communication est relégué aux arrière-plans lorsqu'on fait un projet, lorsqu'on monte un projet, dans le montage des projets. Et généralement, certaines fois, on constate que c'est à la fin, on dit, ah, on a besoin d'un responsable de communication. Or, dès le démarrage du projet, dès qu'on démarre avec les assessments, la cueillette des données, le montage des équipes, il faut absolument qu'il y ait un responsable de communication, un spécialiste de communication. Et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est une sorte d'insuffisance d'institutions. Il n'y a pas beaucoup, il y a beaucoup d'institutions de marketing en Haïti, mais il n'y a pas assez d'agents spécialisés, soit dans l'élaboration de stratégies de communication, de gestion de crise, de gestion de projet. Donc voilà d'où vient l'idée. Donc pour moi, je pars avec l'idée de combler un vide et avec l'idée de participer, d'aider à la formation de cadres, d'outiller des cadres, des jeunes étudiants pour de manière à ce que dans les projets actuels ou les projets à venir, ils puissent participer à leur implémentation et surtout à leur réussite. Je dirais valoriser même le métier de professionnel de la communication au niveau des environnements institutionnels et je veux positionner ou repositionner la fonction de communication comme une fonction transversale et qui doit être intégrée dès la conception de projets jusqu'à leur évaluation et non pas comme une activité tardive, comme à la dernière minute, on dit on a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de responsables de communication. Je veux aussi, la finalité pour moi aussi, Méoné, c'est de proposer un cadre de référence méthodologique adapté aux réalités du terrain, car souvent, on part dans les théories. Pour moi, mon ouvrage fait une sorte d'alliage, une sorte de mariage entre théorie et pratique. C'est une réponse aux besoins réels. Cet ouvrage, ça propose. Quand j'ai présenté cet ouvrage à un ami, il m'a dit, ah, mon cher, ça, c'est un tchala, on en avait besoin. Donc, pour moi, c'est un cadre référentiel qui pourra apporter des réponses aux besoins des repères pratiques, stratégiques, souvent difficiles à trouver pour orienter efficacement les décisions en communication. Et on constate souvent il y a des étudiants qui sortent soit de la faculté des sciences humaines ou qui sortent dans d'autres institutions et qui arrivent au niveau des structures d'ONG ou de communication et qui ont des lacunes. Et ce que je constate aussi en tant que cadre expérimenté au niveau des entités ONG, de l'État, etc., au niveau aussi même des bailleurs, certaines fois on lance des appels d'offres à la recherche de cadres pour faire des stratégies de communication et la qualité qu'on cherche, on n'arrive pas à les retrouver et ces appels d'offres souvent
se révèle infructueux. Donc, à cause de manque de compétences qu'il y a sur le marché. Donc, c'est un constat. Donc, pour moi, c'est un ouvrage qui va pouvoir aider à outiller que ce soit les étudiants, les futurs professionnels de la communication et d'aider à combler, et je dirais, certaines lacunes observées dans la formation académique et même les exigences de terrain. Donc, ça va pouvoir aider. C'est un ouvrage qui peut aider des professionnels du domaine, des agences qui sont sur le terrain, qui sont dans le marketing et qui vont pouvoir s'engager dans la communication, fournir des outils adaptés pour concevoir et piloter, même évaluer les stratégies de communication. Donc, et là, quand j'ai fait l'alliage entre communication et développement, peut-être on conçoit le développement comme un concept. C'est un concept qui est assez large, qui explique le processus de transformation positive par transformation négative, et qui concerne soit un individu, soit une communauté, et pour améliorer durablement les conditions de vie. Donc là, lorsque je parle de développement, je vois le développement progressif de bien-être, je vois le changement économique, de changements sociaux, culturels et institutionnels. Et le constat vient aussi par le fait que la plupart des institutions, que ce soit au niveau des ONG, au niveau des institutions privées, on confond la communication pour le développement, la C4D, avec la communication institutionnelle. C'est-à-dire, on passe par les communiqués de presse, on passe par les conférences, on passe par certains événements qui aient connexion directement avec la communication institutionnelle que la communication sur le développement qui a un ancrage beaucoup plus large. Et peut-être tu pourras peut-être aborder la question avec moi, c'est-à-dire à ce niveau, l'idée qu'on a eue de la communication au 15e siècle, 17e siècle, c'est pas, la communication est évolutive, le concept a pris la dimension, donc ça ne reste pas au niveau des affiches visuelles, ça ne reste pas au niveau des campagnes d'information classiques. Donc, le concept moderne de la communication veut à ce que, au-delà des éléments institutionnels, et que cela embrasse la communication digitale, la communication institutionnelle, la communication de crise, et la communication inclusive et la communication de changement de comportement. Et les aspects, d'abord, je commence par la communication interne. Déjà, un projet ne peut pas réussir sans qu'il y ait communication au niveau de la coordination, au niveau des responsables de projet. Donc, un projet qui a déjà une dizaine de personnes, même plus, nécessite une communication très dynamique et qui passe par la mise en place d'un système interne, un système interne de communication interne. Par exemple, si demain matin on t'appelle dans un projet et qu'on te demande de faire un bulletin, on te demande de produire un journal hebdomadaire, ça peut être un bimensuel, trimestriel, etc. Mais il faut d'abord penser à une matrice de communication. Et la matrice de communication ne concerne pas uniquement la communication en tant que telle, ça concerne toutes les entités au niveau de la structure qui implémente le projet. Donc, je veux entendre par là la comptabilité, je veux entendre par là la coordination, les suivi évaluation, les responsables de sauvegarde, toutes ces entités rentrent dans la dynamique de communication interne, dans la matrice de communication. Donc, dans les projets soit de la Banque mondiale ou de la Banque interaméricaine de développement ou autre, généralement, on exige à ce qu'il y ait avant tout une matrice de communication. Et c'est cette matrice qui permet de voir qui a la responsabilité de faire quoi exactement, à quelle période, et qui valide, et à quelle fréquence que cela se fait. Donc, j'ai donné des exemples, des tableaux très concrets de la matrice de communication et qui va pouvoir outiller des étudiants et même des managers de communication qui ignorent que s'il est important d'avoir une matrice de communication dans un projet. J'ai élaboré également sur la communication institutionnelle, qui est l'un des aspects importants dans l'ouvrage. Et pourquoi, par exemple, dans un projet, qu'il faut un logo? Pourquoi qu'il faut une charte graphique? Et quand on dit charte graphique, c'est toute une compétence. Et je me souviens avoir travaillé dans un projet
où on avait lancé un appel à proposition pour trouver une firme qui pouvoir faire des propositions sur la charte graphique. Et lorsqu'on parle de charte graphique, on voit les logos, on voit les palettes, on voit les interdits, on voit les déclinaisons, on voit les couleurs. Et s'il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués dans le projet, qui sont des partenaires d'implémentation du projet, il va falloir développer toute une cohérence dans les logos, dans la disposition des logos, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il y ait une bonne communication, même sur le graphique du projet. Donc, tout cela est développé et va pouvoir techniquement aider à quelqu'un qui monte, par exemple, PTB, un plan annuel de communication avec toute une équipe. Donc, je parle, par exemple, aussi de fact sheet, qui est un instrument de communication, qui est un instrument extrêmement important. Pourquoi avoir un fact sheet dans un projet et quelle est l'utilité du fact sheet? Et puis, l'un des éléments qu'on voit aussi, soit les étudiants manquent, il y a des manquements là-dessus, c'est au niveau des histoires à succès. Pourquoi on va voir des histoires à succès et comment élaborer des histoires à succès que moi et toi, Méoné, que nous connaissons très, très, très bien et qui présentent le succès du projet, les histoires du projet, que ce soit pour les retombées, les changements significatifs qui sont dans le projet, ça peut concerner un individu, ça peut concerner un groupe d'individus et ça peut même concerner l'institution en tant que telle, les partenaires qui implémentent le projet. Donc, pour monter les retombées positives qui sont réalisées, les résultats positifs, les impacts aussi du projet. Donc, voilà quelques éléments de la communication institutionnelle que je mets l'accent aussi dans le projet, dans le livre. J'ai parlé, l'un des aspects aussi importants que j'ai développé dans le projet, c'est la communication de crise. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de projet sans crise, il n'y a pas de projet sans risque. Quel que soit ce que vous entamez dans la vie, il y a toujours les risques. Donc, il faut regarder ensemble les stratégies d'atténuation de risques, de crise. Donc, il m'est arrivé de travailler dans pas mal de projets et dans lesquels il y avait des crises. Donc, il fallait résoudre les crises. Comment résoudre les crises? Quelles sont les étapes? Et qu'est-ce qu'on appelle communication de crise? Et quels sont, par exemple, quels sont les objectifs d'une stratégie de communication de crise? Et quels sont les risques aussi que les stratégies proposées ne passent pas? Donc, il faut voir ce qui est important dans l'ouvrage que j'ai fait. J'ai mis les risques d'atténuation dans chaque aspect, que ce soit la communication institutionnelle, que ce soit au niveau de la communication interne et que ce soit aussi de la communication digitale. Là, c'est un aspect aussi que j'ai développé. Il n'y a pas de projet sans la communication digitale. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ça va très vite, on peut communiquer très vite et ça peut toucher une bonne partie des parties prenantes. Ça peut toucher une bonne partie des intéressés ou même des bénéficiaires. Et l'un des aspects, par exemple, j'ai parlé de comment monter un site Internet, c'est quoi l'utilité d'un site Internet, et même par ricochet, un dashboard, par exemple. Pourquoi avoir un dashboard sur un site Internet? Alors, l'un des aspects qu'on néglige souvent dans les projets, c'est l'aspect de crise. Dans tous les projets, il y a toujours des crises. Et même au niveau des institutions, on fait toujours face à des crises. Donc, ce sont les aléas de la vie. Donc, il faut toujours penser aux crises. Donc, j'ai développé un petit peu la portée conceptuelle de la communication de crise. Et dans tout projet, il faut qu'il y ait une stratégie de communication de crise. Et donc, là, j'en ai fait des expériences dans des projets de l'État haïtien, dans des projets de la Banque mondiale, où certaines fois, il y a des situations de crise. Et ce qui est important, il faut prévoir les situations d'atténuation de risques. Les risques et toujours les solutions. Donc, en d'autres termes, c'est l'un des aspects assez importants qui pourrait être utile aux professionnels qui auront ou qui gèrent peut-être des crises au niveau des projets. Et peut-être, j'ai tenté d'en parler tout à l'heure, c'est la communication inclusive qui
qui est qui est un concept particulier, qui est aussi important dans la C4D et qui concerne un groupe particulier, qui concerne particulièrement les personnes en situation de handicap. Là, je fais allusion aux personnes aux sourds, je fais allusion aux personnes aveugles, aux personnes vulnérables, aux enfants, à des groupes bien spécifiques qui demandent une stratégie de communication spécifique. Par exemple, si vous faites une communication qui concerne les enfants en particulier, ça demande une stratégie particulière, des concepts particuliers, des choix particuliers. Par exemple, concert avec les enfants, ça va vite avec l'animation, ça va vite avec les couleurs, avec les images, ça va vite aussi. Par exemple, je prends toujours la publicité qui est faite autour de la production nationale avec Maître Fayvette, qui danse au son de la musique et qui met des enfants qui sautent à la corde. Donc ça, ce sont des images qui attirent les enfants. Donc voilà le modèle de stratégie d'une communication institutionnelle qui passe et qui peut attirer les cibles, qui peut toucher vraiment les cibles désirées. Donc, en gros, c'est ça le livre, sans oublier la communication de changement de comportement. Je crois que qui est important pour les concepts comme la gouvernance, la lutte contre la corruption, comme la prévention. Moi, j'ai travaillé pendant presque 2 ans dans la prévention. La prévention, c'est-à-dire contre les risques, la GRD, la gestion risque et désastres, qui demande une communication stratégique de CCC, et sans oublier la question de santé. Et je peux féliciter tous ceux, les experts qui ont travaillé sur des projets de santé, de prévalence, de réduction de la prévalence, du taux de prévalence contre les IST-SIDA en Haïti, qui a eu des résultats spectaculaires. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes en Haïti qui n'utilisaient pas les préservatifs à un certain moment de la durée. Et les campagnes menées au niveau des médias en particulier ont conduit à un changement de comportement. Donc, la communication de changement de comportement, c'est une communication importante et qui embrasse, bien sûr, la question de prévention, la gouvernance, la santé, l'hygiène, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est un autre débat en Haïti. Les maisons d'édition, il y en a. Mais moi, je dirais, il y a une maison d'édition qui s'appelle Coeco, donc qui a édité et qui a fait le suivi de la publication des pressions de l'ouvrage. Donc là, j'en profite pour saluer le lecteur, celle qui a fait la relecture de l'ouvrage, Lydie Jean-Baptiste, qui a fait un excellent travail. Et puis, j'en profite pour féliciter et remercier notre collègue et senior journaliste et spécialiste en relations internationales, Dali Vallet, d'avoir accepté de préparer cet ouvrage. Oui, Dali, j'ai travaillé avec lui pendant presque 2 ans ou 3 ans à Vision 2000. C'est un type qui est extrêmement exigeant et qui jongle généralement avec sa plume. Donc, avant de préfacer, il m'avait demandé le manuscrit. Donc, je lui ai transmis le manuscrit. Le soir même, il a réagi pour dire que c'est une œuvre extraordinaire. C'est, pour reprendre ses mots, c'est une œuvre pompier et que la République en avait besoin dans un contexte aussi particulier et qu'il croit aussi que c'est un outil qui va être utile pour les étudiants, les journalistes aussi qui sont intéressés dans le domaine. Donc, merci Dali pour cette réaction. Lydie, qui a été la première à réagir pour dire ça, c'est du sérieux. Donc, pour vous dire, donc j'ai pris du temps pour calibrer, pour regarder quel angle et pour aller à l'essentiel, dans le projet. Oui, je serai à la 32e édition de Livre en Folie et malgré le contexte que nous sommes, le contexte d'insécurité socio-économique et surtout économique extrêmement difficile, les organisateurs cette année ont tenu tête. Je parle de Novelis et Unibank qui ont fait un front commun pour pouvoir organiser cette édition malgré cette difficulté. Et ce qui est intéressant,
c'est de voir autant d'auteurs, autant de jeunes. D'ailleurs, cette édition met l'accent sur les jeunes, de transmission de savoir pour les jeunes, de mettre en évidence les gens vedettes des jeunes, et surtout avec René Despès, un centenaire qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire de la littérature haïtienne, donc qui sera à l'honneur. Donc là, c'est un honneur pour moi, c'est un privilège pour moi d'être aux côtés d'une centaine d'auteurs, d'écrivains qui seront en signature, donc le 4 juin à l'hôtel El Rancho. Pour l'instant, c'est Coeco qui distribue, mais je vais intervenir aussi dans la chaîne de distribution et dans les jours à venir, le livre sera disponible dans les librairies. Je prends en perspective d'organiser dans les mois à venir une vente signature dans la Grand'Anse à Jérémie. Vous savez, je suis régionaliste. Donc, l'idée pour moi, c'est de transmettre un certain savoir parce que nous partons, nous ne sommes pas là pour longtemps. Peut-être nous sommes là encore pour, on ne sait pas, pour 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, il faut laisser quelque chose aux jeunes. Il faut laisser quelque chose pour le pays. Donc, je pars avec l'idée je ne dis pas caravane, avec les conditions que l'on sait, de déplacement est difficile, mais je pars d'abord avec l'idée d'aller faire une vote signature à Jérémie et par la suite une autre au Cap-Haïtien. Moi, j'attends à ce que, et je commence déjà pour les retours que j'ai déjà par rapport aux annonces qui a été faite depuis 2 ou 3 mois sur l'ouvrage. Je reçois beaucoup d'appels, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, beaucoup de gens intéressés, des personnalités politiques dans le monde de la communication qui m'appellent et qui sont extrêmement intéressants. Donc, je sens déjà, demain, je serai comblé à Livre en Folie. Donc, c'est déjà un pas. Et l'attente pour moi, c'est la transmission de certains savoirs. L'attente pour moi, c'est de voir la construction d'une nouvelle Haïti. L'attente pour moi, c'est de voir une meilleure compréhension du métier de communication à plusieurs niveaux. Et l'attente pour moi, c'est de voir si on cherche une firme de communication, par exemple, comme je l'ai dit, pour soit le branding, pour monter une stratégie de communication, quel que soit le volet de la communication, et qu'on est capable de le trouver sur le marché et qu'on cherche une compétence et que on sait qu'on a fait son devoir de partager le savoir. Peut-être ce sera là ma grande satisfaction de voir dans 2 ou 3 ans ou 4 ans et qu'il y aurait de jeunes qui seraient mieux outillés et de voir soit des histoires à succès ou de voir soit des narratifs au niveau des médias et qui sont impactants. C'est ça mon souhait. Donc, l'ouvrage sera disponible au prix de 5010 gourdes. Il y aura une considération particulière qui sera faite après Livre en Folie. Donc, je vais pouvoir faire des annonces en ce sens parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont dans la vingtaine, qui sont dans les 18-20 ans et qui sont très intéressés. Et même de jeunes professionnels et qui n'ont pas la bourse et qui souhaiteraient se procurer de l'ouvrage. Donc, je vais faire en sorte à ce que, même si les coûts de revient de l'ouvrage sont énormes, ça c'est un aspect assez important et qu'il faut prendre en compte. Mais je vais faire tout ce qui est possible pour mettre le livre à la portée des petites bourses. C'est vrai que dans la Cité des poètes, on a fait de petites expériences dans les petits recueils de poèmes. Donc, on a fait de petites expériences, de recueils de 50aine de pages, etc. Mais pour parler d'ouvrages un peu costauds qui enveloppent les règles de l'art, donc c'est mon premier.